Titre: Nous avons frôlé la fin du monde. Partie 1, l'ingénieur. Corneille avait vu juste. Ce monde, bancal et suffocant, a esquivé l'effondrement plus d'une fois, sans même en avoir conscience. C'est dans les marges de l'histoire officielle que tout a commencé. En 1994, un passager fut arrêté par les douanes allemandes avec dans ses semelles du plutonium. Oui, du vrai, en poudre, assez pour faire suer les services secrets européens pendant des mois. On apprit plus tard que certains réseaux insulaires avaient été contactés pour écouler ces grammes volés, destinés à des mains capables du pire. Car 8 kg de plutonium suffisent à fabriquer une bombe atomique primitive, du même genre que celle qui pulvérisa Hiroshima. Pas un engin discret. Dans son sac de sport géant, l'ensemble pèserait une quarantaine de kilos. Ce n'est pas un fantasme, c'est la toile de fond d'un scénario qui aurait pu virer au cauchemar. Personnage principal, Adrien Veyrac. Ancien ingénieur civil spécialisé en mécanique des structures, diplômé sans briller mais doté d'un esprit affûté, Adrien avait vu sa vie se consumer lentement. Son épouse, ensevelie sous les décombres d'un immeuble effondré. Effondrement dû aux malfaçons d'un chantier public bâclé, couvert par l'État et les assurances. Son fils, emporté par un cancer lié à des particules fines inhalées, victime de la pollution quotidienne d'une ville qui refusait de ralentir. Aucune condamnation, aucun responsable. Juste des circonstances indépendantes de notre volonté. Adrien Veyrac avait compris. Il n'obtiendrait pas justice. Son esprit méthodique se transforma en machine de guerre. Il ne voulait pas tuer un homme. Il voulait tuer un symbole. Et pour ça, il fallait quelque chose d'irrémédiable. Quelque chose dont le monde se souviendrait pour toujours. Atomiser Paris. Les préparatifs. Adrien savait qu'acheter du plutonium était irréaliste via les réseaux classiques. Trop surveillé, trop risqué. Mais il connaissait une faille. Dans certains pays de l'ancien bloc soviétique, d'anciennes centrales nucléaires à l'abandon pourrissaient sous la pluie et la rouille. Là-bas, les barres de combustible usées, mal surveillées, étaient parfois livrées aux voleurs contre une poignée de billets. Pendant des mois, il s'infiltra dans les forums cryptés du dark web. Il utilisa ses compétences pour se créer une identité fantôme, se faire passer pour un chercheur travaillant sur le retraitement des déchets nucléaires pour une entreprise fictive. À l'Est, en Moldavie, il finit par trouver un intermédiaire véreux, ancien militaire reconverti en trafiquant. Le plan était d'une simplicité effrayante, corrompre un employé d'une centrale désaffectée, récupérer quelques grammes de plutonium-239 en poudre, extrait de déchets de réacteurs. Disposer du matériel pour un explosif classique, qu'il savait assembler grâce à ses études et ses lectures. Les bases de la physique nucléaire sont publiques depuis des décennies. Construire un dispositif d'implosion artisanale dans un entrepôt loué sous un faux nom. Adrien ne se faisait pas d'illusions. Il savait qu'une bombe artisanale ne serait jamais aussi fiable qu'une ogive militaire. Mais même un échec partiel, même une simple détonation contaminée, suffirait à marquer Paris à jamais. Pour Adrien Veyrac, la vengeance devait être totale. Titre: Nous avons frôlé la fin du monde. Partie 2, le loup solitaire. Adrien Veyrac n'attendait plus rien de ce monde. Il savait que son compte était déjà réglé depuis la première minute où il avait décidé de franchir la ligne. La mort ne l'effrayait plus. Elle n'était qu'une question de timing. La réception, le paquet arriva à l'aube, sur un quai abandonné d'une zone industrielle oubliée. Une fourgonnette anonyme, 2 hommes hagards, mal rasés, les yeux rougis, le teint cireux. Le vendeur, celui qui avait réussi à corrompre un garde de la centrale moldave, n'était déjà plus qu'une ombre. Sa peau semblait pelée par endroits. L'autre, le livreur, transpirait à grosses gouttes, chaque respiration semblant lui coûter un effort immense. Adrien n'eut pas pitié. Il savait que la matière contenue dans la caisse en plomb, 8 kilos de plutonium, était une malédiction autant qu'une arme. Ils avaient manipulé la poudre sans précaution. Ils étaient condamnés. En silence, il échangea la valise d'argent contre la lourde caisse. Pas un mot, pas un regard. 2 morts en sursis, un 3e déjà à moitié damné. Quand la fourgonnette repartit en cahotant, Adrien resta seul dans la brume du matin, le cœur froid, tenant entre ses mains de quoi éteindre des milliers de vies. Les premières morts et les soupçons, 2 jours plus tard, les hôpitaux de Bucarest déclarèrent 2 décès suspects. Contamination radioactive massive. Les services de renseignement, allemands,
français, polonais, flairèrent immédiatement un trafic en cours. Mais la piste était déjà glaciale. Les seuls maillons étaient morts. Et Adrien, invisible. Un loup solitaire, sans réseau, sans messagerie, sans téléphone portable, se déplaçant uniquement à pied ou en train de banlieue sous de fausses identités. Un fantôme. Pour les agences, c'était le pire cauchemar. Un homme seul, éduqué, méthodique, n'ayant aucun besoin de complices et aucune communication à intercepter. La fabrication de la bombe, dans un entrepôt abandonné, quelque part à l'extérieur de Paris, Adrien installa son atelier. Il avait tout prévu. Système d'implosion sphérique basé sur des schémas vieux de plusieurs décennies, mais fiables. Explosif de haute précision, fabriqué avec des composants chimiques qu'il avait achetés au fil des mois sous de fausses entreprises, produits agricoles, engrais, solvants, briques de plomb et d'acier pour limiter l'émission radioactive pendant la manipulation. Il travailla seul, jour et nuit, sans masque, sans combinaison, au prix de son propre corps. Les maux de tête commencèrent au bout de 3 jours. Puis vinrent les vomissements et les hémorragies microscopiques. Son ADN était déjà en train de se désintégrer sous l'effet des radiations. Adrien s'en moquait. Son but n'était pas de survivre. Son but était d'accomplir une dernière œuvre. Le dispositif final, le cœur de plutonium, pressé en une sphère artisanale, était prêt. Autour, une coquille d'explosifs parfaitement agencée pour provoquer l'implosion nécessaire à déclencher la réaction nucléaire. Le tout logé dans un sac de sport modifié, renforcé pour contenir l'ensemble du dispositif. Poids total, 43 kg. Il n'y avait plus qu'à choisir le moment et le lieu. Adrien savait que ce serait un samedi. Un jour de foule. Un jour où l'insouciance atteindrait son sommet. Il imaginait déjà les rires, les terrasses bondées, les enfants courant après des pigeons, et ensuite plus rien. Un trou incandescent dans le cœur même de Paris, à suivre. Titre : Nous avons frôlé la fin du monde. Partie 3, le silence avant l'impact. La traque, les alertes clignotaient dans les bureaux sécurisés des services de renseignement de tout le continent. Quelque part, un homme avait mis la main sur du plutonium. Quelque part, une bombe artisanale était peut-être en train de naître. Les drones sillonnaient les banlieues industrielles, scrutant les moindres zones d'ombre, flairant la moindre anomalie thermique, cherchant des signatures radioactives. Mais Adrien avait anticipé. Son entrepôt n'était pas n'importe où. À sa gauche, un fabricant de chromatographes manipulant quotidiennement des sources radioactives faibles pour calibrer leurs appareils. À sa droite, des laboratoires d'analyse chimique brassant des isotopes divers pour leurs tests. Un maelstrom de radiation légère, un leurre parfait. Les détecteurs des drones, aveuglés par les bruits de fond, passèrent et repassèrent sans jamais remarquer l'homme aux yeux cernés, travaillant seul dans son antre, au milieu de la pollution invisible. La dernière marche, le sac pesait lourd sur son épaule. Adrien avançait, noyé dans la foule du matin. Tout semblait normal, trop normal. Ses jambes tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'épuisement. Son sang, saturé de particules mortelles, lui faisait mal à chaque battement de cœur. Mais il tenait bon. Encore quelques heures, il irait jusqu'au bout. Les services de renseignement s'affolent. Dans une salle d'écoute, un agent hurla. « On a un pic anormal dans le 13e arrondissement. Trop de signatures gamma sur un axe étroit. C'est pas normal. » Des équipes spéciales furent déployées. Des barrages, des fouilles discrètes. Mais comment arrêter un homme qui n'avait pas de nom, pas de visage, pas de réseau? Un homme invisible, fondu dans la masse des passants. Adrien, vêtu d'un vieux manteau, marchait lentement vers sa cible. Le point zéro. La place était pleine. Terrasse bondée. Marché aux livres. Enfants courant derrière des ballons rouges. Adrien sourit faiblement. Il repéra un banc de pierre à l'ombre d'un platane. Il posa son sac dessus, avec précaution. Puis, il s'assit simplement dessus, comme un passant fatigué. Personne ne le remarqua. Les secondes s'égrenaient dans sa tête. Un vieux minuteur analogique, bricolé avec soin, ronronnait dans les entrailles du sac. Il ferma les yeux. Respira une dernière fois l'air tiède du printemps. Autour de lui, la vie continuait, insouciante, à quelques minutes de l'effacement total. Titre : Nous avons frôlé la fin du monde. Partie 4. Les dernières secondes. La tentative de sauvetage. Les hommes de la section 47 avaient été autorisés à opérer.
exceptionnellement, sur ordre direct. C'était une entorse gravissime à la souveraineté française, mais il n'y avait plus le choix. On ne traite pas un risque nucléaire avec des procédures classiques. Ils foncèrent, bardés d'armures légères, aussi discrets que des ombres. Adrien, assis sur son sac, semblait juste un clochard parmi d'autres. Ils convergèrent, synchronisés, armes paralysantes prêtes. Top dans 5 secondes, le chef d'équipe murmura dans son micro. Le chrono interne de chacun cliquetait, froid, mécanique. À 0, ils bondirent. 2 agents saisirent Adrien aux épaules. Un autre arracha le sac. Un 4e coupa immédiatement le minuteur manuel. Silence. Le sac était neutralisé. Adrien plaqué au sol. Les civils n'avaient rien vu. Mission accomplie. Presque. Le moniteur cardiaque. Personne ne remarqua tout de suite l'étrange trace chirurgicale sur la poitrine d'Adrien. Un simple dispositif médical. Un moniteur cardiaque implanté, vieux modèle. Mais ce n'était pas un simple capteur. C'était le véritable détonateur. Le plan était d'une simplicité infernale. Si Adrien mourait, la bombe explosait. Son cœur, meurtri par des mois d'irradiation et de stress, faiblissait. Les agents de la 47 comprirent trop tard. Ils virent tous sur leur scanner interne l'arythmie foudroyante. « Stoppez-le! Réanimez-le » hurla un agent. Trop tard. Adrien, dans un dernier ictus, cracha un filet de sang. Et son cœur s'arrêta. Un silence absolu. Un souffle suspendu. Puis, nous avons frôlé la fin du monde. Partie 5. Paris, l'instant de cendre. Lieu de l'explosion. Place d'Italie. Paris 13e arrondissement. Pourquoi ici? Large place ouverte. Forte densité humaine, un samedi matin. Carrefour de grands axes. Avenue d'Italie. Boulevard. Auguste Blanqui. Avenue de Choisy. Quartier vivant avec marché, café, centre commercial. Italie 2. Position exacte. Le banc où Adrien était assis se trouvait près de la sortie de métro Place d'Italie, en plein centre de la place. Le moment de l'explosion, à 10h37 du matin, le cœur d'Adrien cesse de battre. Le signal envoyé par son moniteur cardiaque détourné est instantané. Le sac de sport libère l'énergie d'une bombe de 15 kilotonnes, comparable à Little Boy, celle d'Hiroshima. La bombe explose au sol, ce qui est pire qu'une explosion aérienne. Plus d'énergie absorbée par les bâtiments, plus de dégâts directs. Immense quantité de matière projetée. Contamination radioactive intense. Rayon de souffle. 0 à 500 mètres. Destruction totale. Tous les bâtiments autour de la place d'Italie rasés. Structure béton armée pulvérisée. Le centre commercial Italie 2 s'effondre instantanément. Les stations de métro sous la place s'écroulent comme des galeries de sable. 500 mètres à 1,2 km. Graves dégâts. Façades soufflées, toits arrachés, véhicules projetés comme des jouets. La bibliothèque François Mitterrand perd toutes ses vitres. Quartier de la Butte aux Cailles éventré. 1,2 km à 2 km. Dommages modérés. Les vitres explosent dans le quartier latin et sur le boulevard Saint-Marcel. Blessures par éclat, chute de structure. Rayon thermique, 0 à 1,5 km. Incendies instantanés. Tout ce qui est en bois ou textile prend feu. Peau humaine exposée brûlée au 3e degré. Les vêtements de milliers de passants s'enflamment, jusqu'à 3 km. Brûlure grave au 2e degré sur toute peau non couverte. Effet sur les bâtiments, 0 à 1 km, immeubles du boulevard de l'Hôpital et de l'avenue de Gobelin rasés. Structure moderne ne résiste pas au surpressurage de l'onde. Métro et RER. Écrasement des tunnels du métro ligne 5, 6 et 7. Les rames en circulation sont projetées contre les parois, piégeant et tuant des centaines de personnes sous terre. Effet sur les corps humains. Dans un rayon de 700 mètres, évaporation instantanée. Les corps les plus proches sont littéralement vaporisés. Seule une ombre carbonisée parfois reste projetée sur les murs. Jusqu'à 1,5 km. Brûlures extrêmes, membres arrachés par le souffle. Nombreux décès par choc, brûlure ou inhalation de gaz chaud. Au-delà d'1,5 km. Morts différées par blessures, hémorragie, infection, radiation, effet sur l'atmosphère, champignons atomiques. Un nuage en forme de champignon de plus de 5 km de hauteur s'élève. Les vents légers le poussent vers l'est de Paris, contaminant l'air du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Pluie noire. Après 20 à 30 minutes, des retombées radioactives, pluie noire, commencent à tomber sur Paris, particulièrement au nord-est. Conséquences immédiates. Mort immédiate. Environ 90 000 à 100 000 personnes dans la première heure, par souffle, chaleur et effondrement. Blessés graves. 200 000 à 300 000 blessés nécessitant soins d'urgence, dont la moitié grièvement brûlés. Infrastructures détruites.
Métro hors service. Réseau électrique coupé sur 20 km autour. Communication mobile saturée, puis effondrée. Panique massive. Fuite désorganisée vers le périphérique. Route bloquée. Hôpitaux débordés en 30 minutes. Visualisation rapide. Zone rouge, 0 à 1 km. Vapeur, ruines, incendie. Zone orange, 1 à 2 km. Blessés en masse, structures éventrées, incendie secondaire. Zone jaune, 2 à 4 km. Vitres explosées, brûlures légères, panique totale. Dernier Gémeaux, Adrien, mort depuis 30 secondes, a emporté avec lui Paris. Un seul homme, un seul sac, une seule pulsation arrêtée. Et la capitale du pays, symbole vivant de la France, est devenue une cendre radioactive sous un ciel noirci. Titre: Nous avons frôlé la fin du monde. Partie 6, le jour d'après. La France s'effondre. Le lendemain du 10h37. Paris n'est plus. Le gouvernement est frappé de plein fouet. 25% des députés et sénateurs tués dans l'explosion ou blessés. Plusieurs ministères, économie, intérieur, santé, coupés de toute capacité. Le président est évacué vers un bunker militaire du Massif central, en état de choc. La loi martiale est déclarée dans toute la France. Couvre-feu total. Déploiement massif de l'armée dans toutes les grandes villes. Toutes les communications filtrées par l'état-major. Dans l'urgence, le pouvoir réel bascule dans les mains d'un conseil militaire exceptionnel. Les images qui ont tout changé. Contrairement à Hiroshima, cette fois, le monde voit. En direct sur des centaines de smartphones. En Full HD, en 4K. Des vidéos montrent l'énorme flash blanc, l'onde de choc balayant les marchés, les gens carbonisés en une fraction de seconde, les hurlements sous les décombres. Les réseaux sociaux explosent. Hashtag Paris is gone devient viral en 6 minutes. Les plateformes saturent d'images insoutenables. La planète découvre la fin du monde en temps réel. Les gouvernements eux-mêmes sont dépassés par la vitesse de la propagation. La vérité. Un seul homme. Quand l'enquête préliminaire tombe, 3 jours plus tard, Adrien, un homme sans casier judiciaire, sans passé terroriste, sans réseau. Un loup solitaire absolu. Le monde panique. Un seul homme, sans nation, sans armée, sans soutien, a rasé la capitale d'un pays du G7. Le mythe de la toute-puissance des États vient de voler en éclats. La vengeance nucléaire française. Les services de renseignement français identifient une filière moldave ayant fourni à Adrien une partie de la matière radioactive. Le gouvernement de Moldavie, corrompu, avait couvert les trafics. Le 5e jour, ultimatum. Livrez immédiatement tous les responsables, ou nous considérons votre capitale comme cible légitime. Si un missile balistique nucléaire français est prêt à être tiré, le message est clair, il ne s'agira pas d'avertir, il s'agira de punir. La Russie, paniquée, voit la France glisser hors de tout contrôle. Moscou déploie ses propres forces spéciales contre les Moldaves pour éviter une attaque nucléaire française sur leur flanc. En 72 heures, tous les intermédiaires, trafiquants et officiels corrompus sont arrêtés ou livrés à la France, parfois littéralement jetés sur des bases militaires. Le gouvernement moldave tombe. Une révolution éclate, forçant l'instauration d'un régime provisoire sous supervision européenne. Le chaos mondial. Pendant ce temps, ailleurs, les marchés financiers s'effondrent. Dow Jones, moins 60%. Nikkei, moins 45%. Euro en chute libre. Panique de masse, fuite des grandes villes. Rayons de supermarchés vidés. Pénurie de carburant et de médicaments. État d'urgence déclaré dans 40 pays. Certains régimes autoritaires, Turquie, Chine, Brésil, utilisent l'occasion pour renforcer leur contrôle. Explosion du nombre de réfugiés climatiques et politiques. Plus de 5 millions de Français fuient vers l'ouest du pays, l'Espagne et l'Allemagne. Paris, le tombeau du monde libre. Paris devient une zone interdite, un no man's land irradié. Le cœur de la culture européenne transformé en désert gris et mortel. Les géographes marquent l'événement sous un nouveau nom, le cratère de Paris. La tour Eiffel, bien que mutilée par le souffle, tient encore debout, tordue, symbole triste d'un monde englouti. Dernier mot, sans même le vouloir, Adrien a brisé la civilisation moderne. Un homme, un sac, une simple décision. Le monde n'a pas fini de trembler, car désormais, tout le monde sait qu'il suffit d'un seul.